Salut tout le monde, Michael ici avec un autre épisode de Startup Talks. Puis aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode qu'on fait avec Jesse Desjardins dans notre série sur les villes puis les villes intelligentes. Aujourd'hui en particulier, c'est un sujet qui m'excite beaucoup personnellement. C'est mon domaine que je travaille dedans depuis au moins 10 ans. L'innovation dans les villes, toutes les technologies qu'on utilise de jour en jour, puis les tendances qui s'en viennent, les véhicules intelligents, l'électrification et toutes ces choses-là. Donc, on va explorer ça avec Jesse. Puis, juste faire un petit recap. La dernière fois, si vous n'avez pas vu épisode 1, allez le voir. On a parlé vraiment de l'émergence des villes, l'historique des villes, d'où ça vient, l'importance des villes, comment que ça peut avoir un impact important dans nos vies. Et juste les tendances, on peut dire, qui sont plus jour moderne, c'est-à-dire de l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va continuer vers le futur. On va tourner notre regard vers le futur. Alors sur ça, merci Jesse encore une fois d'être là. Merci Mike, à toi de m'inviter, c'est le fun. Super le fun. J'ai tellement appris la première fois, puis j'ai juste hâte de me lancer dans la conversation. Puis aujourd'hui en particulier, je sais parce qu'on s'est parlé avant, il va y avoir des sujets quand même crunchy où on n'est pas tout le temps d'accord au niveau de certaines technologies qui s'en viennent, qui vont être disponibles dans les villes, mais c'est ça qui fait pour une bonne conversation, donc... Ben oui, puis les villes, comme je dis toujours, c'est l'invention la plus complexe de l'humain, fait qu'il faut en débattre, il faut en jaser, puis n'hésite pas à bite back, comme tu dis. Alors, puis je pense qu'on est là pour apprendre, puis comme d'habitude, tu me challenges bien, fait que moi, j'ai bien hâte de commencer la convo. Cool. Let's go. Je pense qu'une bonne place où commencer, c'est probablement quelque chose que tout le monde a la chance de jaser avec leur famille et leurs amis. C'est la possibilité que dans une couple d'années, 5-10 ans peut-être, on va plus avoir besoin de conduire nos véhicules. C'est-à-dire véhicules automatiques, c'est l'intelligence artificielle qui mène, ça pourrait avoir un impact incroyable au niveau de la sécurité, au niveau de nous libérer pour faire d'autres choses pendant qu'on est en mouvement, pendant qu'on est mobile. Mais évidemment, comme toute technologie dans l'histoire, il y a tout le temps deux côtés de la médaille. C'est un couteau à double tranchant. Donc, je veux vraiment rentrer dans ce sujet-là. Je pense que ça va être un gros morceau. Ouais. Juste comme ça, c'est quoi ton take sur les véhicules automatiques comme ça? Ben, c'est un... En une phrase, c'est quasiment impossible, mais moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans l'approche. Puis c'est pas parce que j'ai peur de la technologie ou que les autos, ils vont être dangereuses, puis ils vont crasher, puis ils vont frapper des gens. Je pense que la technologie, elle va toujours nous surprendre, puis elle va réussir à réduire, on va dire, ces grandes questions-là. Mais je pense une question peut-être plus philosophique et plus complexe au niveau de... Ça va avoir quel type d'impact sur les gens, leur comportement, la psychologie, la structure des villes. Est-ce que ça va aider l'étalement urbain? Ça va-tu promouvoir l'étalement urbain? Fait qu'il y a beaucoup de questions autour de l'impact de l'auto intelligente et des véhicules intelligents qu'on doit se poser comme question. Fait que je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ça serait la façon que je le dirais en commençant. Puis, surprise, surprise, je suis d'accord avec toi jusqu'à maintenant. Ouais. Puis moi, je pense que les véhicules autonomes, honnêtement, j'ai vraiment pas confiance en eux pour plusieurs raisons. Mais si on regarde un peu dans l'histoire, comme on l'a fait la dernière fois, ben l'industrie de l'automobile a toujours été très, très, très présente dans les derniers 70-100 ans à promouvoir l'automobile individuelle puis le véhicule individuel. Alors, en premier, ils nous ont vendu le rêve américain qui était tout le monde va avoir une auto, on va avoir une belle maison, une cour arrière, une piscine et la vie va être belle. Après ça, il y a eu le trafic. Ils ont dit, bien, on a une solution pour vous. C'était la deuxième vague de vente. On va faire des autoroutes, on va faire des voies plus larges, puis on va sécuriser les routes pour que vous puissiez vous promener en auto, puis il n'y aura pas de trafic. Là, après, le trafic il est arrivé quand même. Et là, pour continuer la vente de l'automobile, ils ont apporté l'auto électrique pour un peu contrebalancer tout l'effet climatique que les autos ont. Fait que ça aussi, je pense que c'est un sujet chaud. Et là, ben,
quatrième vague de grosses ventes, on va dire, que l'industrie de l'automobile est en train de faire, c'est l'auto intelligente. Puis autonome. Puis autonome. C'est vrai que la façon que tu le décris, c'est bien dit. C'est-à-dire, c'est comme une roue de hamster qui a commencé à tourner, puis on a de la misère à arrêter cette roue-là parce que ça crée un complexe industriel. Plus de chars égale plus de routes, des plus grandes routes égale plein d'infrastructures qui vont supporter une économie qui roule. Une société qui utilise l'automobile comme leur moyen de transport principal. Puis j'avoue que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Un argument que les gens qui poussent les véhicules autonomes, ils vont dire, c'est que en fait, ça peut réduire le trafic. Puis une des raisons que ça peut faire ça, un des facteurs qui va jouer là-dedans, c'est que si j'ai un Tesla, on va dire qu'il va avoir un software update en 2027. Maintenant, il est complètement autonome. Je pense que déjà, il y en a qui peuvent faire ça quand même bien. Mais je vais prendre mon auto, elle va m'apporter au travail. Ensuite, je ne vais pas la laisser dans le stationnement. Elle va aller trouver d'autres gens à transporter. Donc, un automobile, plusieurs personnes. Il y a des efficacités à aller chercher là. Est-ce que tu vois ça comme étant un avantage des véhicules autonomes ou est-ce que ça cause plus de problèmes selon toi? En partant, il faut se poser la question, est-ce que quand on regarde le comportement des humains au niveau du travail, les heures de travail, les tendances, en général, les gens... tout le temps en même temps. Tout le temps au même moment. Là. Ouais. On va tous vers le centre-ville au même moment. On quitte au même moment. On va checker une game de hockey au sénateur à Canada. On y va tous en même temps. Mm-hmm. Alors, les mouvements de masse sont souvent au même moment. Mm-hmm. Alors, peut-être que l'auto autonome ou les véhicules autonomes pourraient réduire de 10-20% le nombre d'autos qu'on aurait besoin. Mais en général, moi, je pense que ça va quand même augmenter l'utilisation d'autos. Puis un concept qui est très connu chez les urbanistes, en anglais, c'est le VMT. Alors, Vehicles Miles Traveled. Mm-hmm. Alors, le nombre de kilomètres conduits par véhicule annuellement. Mm-hmm. Et les tendances, puis beaucoup d'urbanistes très réputés émettent beaucoup d'informations sur le fait que ça va augmenter le nombre de kilomètres que les autos conduisent. Alors, par exemple... Ouais, ça fait du sens. Si l'auto te dépose, mais après ça, elle va repartir aller chercher quelqu'un d'autre. Mais ça, le 10 km qu'elle va parcourir tout seul, ou le 2-3 km, peu importe, mais ça se rajoute quand même en termes de kilomètres conduits par l'auto. Tu vois, je vais intervenir ici. La réponse, oui. Puis si je fais un ajustement, maintenant, elle va faire du pooling. Donc, elle me dépose au travail, mais là, il y a des gens dans ce coin-là qui vont aller vers quelque part d'autre, puis on va dire c'est une vanne. On peut mettre 7 personnes en même temps. Là, ça commence à être plus intéressant, n'est-ce pas? Mais à la base, pourquoi est-ce que les gens ils conduisent un auto tout seul le matin puis qu'ils font pas du carpooling? Il y a des applications de carpooling qui existent déjà. Fait que je me pose toujours la question pourquoi le monde ne le font pas tout de suite. Puis c'est comme les Uber, ils permettent en ce moment de justement faire du Uber pooling. Puis je connais pas beaucoup de monde qui l'utilise, ce mode-là. Non, surtout pas à Gatineau. Je pense qu'Uber a eu de la misère à Gatineau. À Gatineau, mais aussi dans les grandes villes. Je ne sais pas si le Uber pooling fonctionne tant que ça. San Francisco, c'était incroyable, mais je suis d'accord que j'ai pas eu la chance de l'utiliser ailleurs. Mais San Francisco, c'est comme l'épicentre de l'invention du ride-sharing, mais j'ai trouvé ça génial. L'expérience est incroyable parce que, tu me connais un peu, là, j'aime quand même socialiser puis apprendre à connaître les gens. Donc, tu prends un pool, puis on va arrêter ici. Il y a 2 personnes qui rentrent. Allô, comment ça va? Vous en allez où? Ah, vous êtes de l'Australie. OK, cool. Comment c'est là-bas? Down Under. Puis, ça crée des collisions intéressantes. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais comme tu dis, c'est pas populaire ici, c'est pas vraiment utilisé, donc il y a un problème évidemment. Oui, parce que tu sais, quand j'ai déjà voyagé par exemple au Maroc, puis ça se fait super bien, là, t'embarques dans un auto, on est 5 personnes complètement différentes, puis on s'en va dans une direction, puis c'est comme des taxibus un peu. Puis, fait que ça peut fonctionner, mais ce qui était vraiment intéressant quand je l'ai fait là-bas, c'est que tu
embarques dans un taxi de 5 personnes. Ce taxi-là s'en va à une gare d'autobus. De la gare, tu te fais déposer et là, tu prends un autobus pour te rendre à la prochaine destination qui est plus loin. Fait que, je pense que là, on se promène un peu, mais le carpooling ou le pooling de plusieurs individus dans un auto, un véhicule intelligent, pourrait être utile, par exemple, dans un petit quartier pour amener les gens vers un système de transport collectif. Mais la question qu'on doit se poser, je pense, c'est est-ce que l'auto autonome répond à un vrai besoin humain, à un vrai besoin urbain? Et moi, je ne crois pas parce que quand on creuse, on réalise rapidement que c'est juste une distraction d'investir correctement et bien dans le transport en commun. Parce que le transport en commun, c'est du pooling de plusieurs personnes qui partagent le même transport. Mais là, c'est toute une question d'efficacité, d'organisation spatiale du territoire. Et moi, une de mes plus grandes inquiétudes, c'est que quand on est dans un auto qui se conduit tout seul, puis qu'on commence à écouter un film, des TikTok, si on peut jouer aux échecs avec notre ami, peu importe, ben, la perception de distance va réduire, fait que les gens vont être beaucoup plus confortables, fait que ça va leur déranger moins de passer plus de temps dans le véhicule. Alors, ils vont aller s'étaler encore plus loin dans les périphéries des villes. Alors là, les gens, au lieu de prendre 10 minutes, 20 minutes pour se rendre au centre-ville le matin, ils vont vouloir, ça ne va pas leur déranger d'habiter à 1 heure. Parce que le matin, ils vont pouvoir faire des emails, ils vont pouvoir travailler. Et moi, ce que je me dis, c'est que ça va générer encore plus d'isolement social. Déjà qu'après la pandémie, on voit que les gens, ils sortent moins, ils profitent moins de la culture d'une ville, il y a moins d'interactions. Je pense qu'il va y avoir une augmentation de l'isolement social qui va être causée par les véhicules intelligents. OK, je vois ton point. Je ne suis pas certain si ça... Il y a beaucoup d'extrapolation, mais c'est certainement possible. Quand on parle de véhicules intelligents, on veut aussi dire véhicules qui parlent à d'autres formes de transport puis s'intègrent à d'autres formes de transport, comme le transport collectif. Donc, tu peux imaginer un monde où ton Tesla connaît le système d'autobus puis toutes les routes et où chaque autobus est à tout moment. Puis ensuite, il y a une trottinette à tel coin. Puis tu peux automatiquement, on va dire, ton char te dépose à la place A. Ensuite, tu prends la trottinette pour arriver finalement dans un bus. Ça aussi, je trouve que ça, c'est le côté positif de tout ce qui est intelligent. C'est d'avoir accès à toute cette information-là pour utiliser les technologies que tu prônes pour des bonnes raisons. Bien, je pense que apporter de cette façon-là, ça a totalement son sens. Mais est-ce que les gens vont réellement être assis dans leur auto autonome ou intelligent, puis dire amène-moi au transport collectif ou amène-moi plus au centre-ville? Alors, ou peut-être que c'est pas leur auto, c'est l'auto de... C'est un auto qui est partagé par comme une dizaine de personnes dans le même quartier. Oui, mais encore là, les gens ils vont tous l'utiliser au même moment. Les gens vont vouloir l'avoir au même moment. Fait que je pense qu'en Amérique du Nord, il faut faire attention parce que en Europe, peut-être que ça pourrait fonctionner à cause que les gens sont déjà dans des milieux très bien desservis par le transport. Puis le moment que tu as besoin d'aller t'acheter une fois par année quelque chose de trop gros pour emmener en transport collectif, peut-être que l'auto autonome va fonctionner. Mais moi, ce que je veux faire vraiment attention, c'est qu'on a déjà des énormes problèmes de surconsommation de l'automobile puis une dépendance énorme. Je comprends. Fait que là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut répliquer le même type d'utilisation de l'auto autonome que l'auto qu'on connaît aujourd'hui? Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme tu disais au début, il y a comme tout le temps une évolution de l'automobile pour perpétuer le système automobile. C'est ça. Puis tu dis qu'en Europe, peut-être que ça va être un net positif, mais... Ici, ça peut être un net négatif, si tu le regardes de cette façon-là. Je vois ton point. Oui, puis nos villes sont encore très jeunes. Il y a encore beaucoup de croissance de population à venir. D'ici 2050, comme on le disait dernier podcast, c'est 3 milliards de personnes qui vont déménager dans les centres urbains à travers le monde. Alors, si on a, par exemple, des autos intelligentes qui se conduisent seules, que les gens sont confortables et que là, les gouvernements ne réglementent pas et qu'on peut aller s'étaler où est-ce qu'on veut, bien, on va finir là,
étalé. On va avoir une perte énorme de tout ce qui est l'efficacité urbaine. Les routes, ça coûte extrêmement cher à entretenir. Combien que ça coûte d'ailleurs? Une question. Je regardais les chiffres à Gatineau juste pour le fun, puis c'est des chiffres rapides. Là. C'est pas scientifique pur et dur, mais c'est une suite logique. Mais il y a un budget, ça, tu peux... Oui, il y a un budget, mais j'ai regardé d'un autre angle. OK. À Gatineau, il y a des rapports qui disent qu'on a à peu près 1200 km de rue. Il y en a d'autres qui disent 3000. On va prendre celui à 1200 km de rue. C'est 1,2 million de mètres de rue. Quand que nous, on construit un nouveau quartier, puis qu'on on construit 1 mètre, c'est entre 2 à 10 000 $ le mètre linéaire de rue. Je commence à voir où tu t'en vas avec ça. Je pense que moi aussi. Maintenir le système, ça coûte des milliards de dollars, dans le fond. Ben à Gatineau, c'est ça. Fait 1,2 fois 10, on tombe à 12 milliards de valeur de rue. Si on est à 5 000 $ le mètre linéaire, c'est 6 milliards à Gatineau. Une route, les rues ont une durée de vie d'à peu près 40 ans. On va le mettre à 60 ans, juste pour le fun. Fait que si on est à 6 milliards 60 ans, c'est 100 millions annuellement qu'il faudrait que la ville investisse dans les rues perpétuellement pour être capable de payer tout ça. Puis rappelle-moi, le budget de la ville, c'est à peu près 600 millions. On a frappé le 800 millions cette année. À peu près un huitième. Donc, c'est 12,5% ou quelque chose comme ça. C'est énorme. C'est un chiffre incroyable. Puis évidemment, tout le monde paye pour ça avec les impôts, via les impôts. Puis là, ça, c'est si nos routes, ils durent 60 ans, mais la réalité, c'est qu'au Canada, avec l'hiver, c'est 30 ans. No chance. Fait qu'on est à 200 millions annuellement qu'il faudrait mettre dans les rues. Puis on investit beaucoup moins que ça. Fait qu'aujourd'hui, notre dette, puis il y a un bon livre, c'est Bioeconomics que j'ai lu, puis il appelle ça la bulle de l'asphalte. Et c'est ça, c'est que dans le fond, les villes, partout en Amérique du Nord, ont trop créé de rues, pas assez de densité par rue. Et là, ça coûte des sous extrêmes à entretenir. Fait que là, ils ont pas les revenus adéquats pour le faire. Fait que là, surtout Gatineau. Surtout Gatineau. Wow. Et fait que puis le problème de l'auto autonome encore là, c'est que ça va être... Je lisais des rapports qui disaient que là, il y a des guides pour les villes, quel type d'infrastructure qu'ils vont devoir investir pour que les autos autonomes puissent fonctionner dans leur ville. Fait que là, on va encore transférer la charge de l'industrie privée, qui est l'automobile. Parce que l'industrie privée de l'automobile n'a jamais payé vraiment pour les routes, ou jamais du tout. C'est toujours les payeurs de taxes. Fait que tu as une industrie privée qui bénéficie de la vente d'automobiles, qui bénéficie de la réparation, l'industrie pétrolière, de l'utilisation de l'auto, mais ils ne vont pas payer pour les rues. Et c'est le gouvernement puis les payeurs de taxes. Même quelqu'un qui ne prend pas l'automobile va être obligé de payer pour les rues. Et je pense qu'avec les autos autonomes, qui vont avoir un VMT du double, selon les experts, à cause des trajets qu'ils vont faire tout seuls, bien, ça va exercer encore plus de pression sur les routes. Les routes vont s'endommager beaucoup plus vite. Et encore là, c'est pas l'industrie privée qui va venir payer pour ces routes-là. J'ai un curveball à te lancer. On vient récemment de vivre une pandémie qui... a forcé les gouvernements à fermer l'économie. Ça l'a comme poussé d'autres types de technologies que tu peux quand même mettre dans la catégorie de transport. Tout le video conferencing, right? La tendance vers... moi, je me rappelle, il y a 6 ans, tous mes meetings étaient en personne. Puis, je courais partout. Je prenais mon auto, j'allais ici, j'allais là. Fallait que je sois absolument au bureau le matin, il fallait revenir le soir. Maintenant, je peux travailler de la maison. Maintenant, je peux faire tous mes meetings en ligne. Pas mal. Comme il y a très peu de meetings qui nécessitent comme des in-person. Il y en a que oui, mais... Puis avec ça, on peut extrapoler une réduction dans les besoins de transport. Les gens, ils peuvent aller de peut-être 2 automobiles à 1 automobile à peut-être une fraction d'automobile dans le cas du ride-sharing ou des choses comme ça. Donc, est-ce que tu trouves que ça compte comme une technologie de transport ou du moins ça a un impact important sur cette industrie-là? Puis comment est-ce que tu vois que ça va évoluer ou comme
forcer des changements au niveau du réseau routier en conséquence? Ben, si on prend la pandémie, c'est un peu comme une grande tempête de neige qui arrive aux 100 ans, peut-être maintenant aux 50, 20 ans, peu importe. Mais on peut pas dire que la pandémie ou le mode de vie en pandémie va être extrapolé sur l'ensemble de notre vie maintenant. T'sais, on est de retour à la normale. Puis au bureau, on a toujours pas mal été là, sauf dans les moments pics, mais on revenait parce que c'est tellement compliqué de gérer une organisation. Gérer une organisation, mais aussi d'innover, de travailler en équipe, d'avoir des rencontres spontanées, de régler un problème, etc. Puis on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts qui disent qu'on va revoir, surtout dans les organismes qui ont plusieurs employés ou qui ont des équipes structurées. Qui il y a comme un contre-mouvement de back to the office. Justement, les fonctionnaires ont été appelés cette semaine. Puis, tu sais, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de fonctionnaires qui vont dire que c'est... qu'eux, ils peuvent travailler à la maison, puis je connais vraiment pas leur situation, fait que ça je veux pas commenter là-dessus, mais pour des entreprises ou des groupes ou des organismes, il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'être ensemble pour innover, être efficaces et aussi d'être heureux, parce que moi, tu me mets tout seul dans mon bureau à la maison 8 heures par jour, c'est sûr que je travaille pas. Comme j'ai besoin de monde, j'ai besoin d'avoir de l'action. Si j'ai une question, je veux juste me lever, aller voir mon collègue, me dire « Hey, tu sais, le dossier, là, on l'a classé où encore? Ah, OK, parfait, merci. Ouais. » Et on repart. J'ai pas besoin de faire un Teams de 15 minutes pour trouver un dossier. Ouais. Fait qu'il y a une efficacité incroyable à être en bureau. Mais mettons qu'on va dire, OK, parfait, je vais aller dans la direction où on travaille à la maison, puis back to the office, ça n'existe pas. Même si c'est 20%. Oui. 20% des gens vont rester à la maison, on va dire. C'est possible. Oui, puis on va dire 100%, juste pour l'exercice. Okay. Tu vas aller voir des amis, tu fais quoi? Tu veux aller à l'épicerie, tu fais quoi? Tu vas aller au restaurant, comment tu t'y rends? Fait qu'à chaque fois que si on enlève de l'équation le transport vers le bureau, il y a quand même un transport qui se fait pour tout le reste de la vie. Mais comme je vais prendre tes mots, ça règle un peu le problème des goulots d'étranglement en début de journée puis en fin de journée. Puis le reste des activités sont plutôt ad hoc. Puis oui, tout le monde se pointe vers les restaurants pour le souper, mais c'est un peu plus décalé. T'sais, c'est pas comme le 9 to 5, so à comme 8h30, puis à, on va dire 5h30, c'est très, très occupé. Je pense que tu serais d'accord avec moi, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, là, mais que ça peut, et ça a un effet positif en général sur l'industrie du transport. Ça peut réduire un peu notre dépendance sur l'automobile. Si même une fraction des gens restent... Puis il y a une fraction des gens qui... Puis by the way... je comprends pourquoi une entreprise comme Brigil, 100% travailler en personne, comme des projets de construction, c'est complexe, ça prend du gros teamwork pour comme réaliser des projets. Mais dans notre domaine du software, c'est très, très commun d'avoir une équipe complètement décentralisée. Puis souvent, une de nos startups a des employés en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Puis ça marche bien pour leur style d'entreprise. Oui, donc, on a des gens qui font des rendus pour nous, qui travaillent, qui est en Ukraine, qui ont dû se repositionner, mais on a des partenaires justement qui font plein de travail pour nous, qui sont ailleurs, puis oui, on travaille en distance avec eux, puis ça fonctionne bien, là, au contraire, mais ton core group, ou des fois d'innover, puis d'aller prendre un café, puis tu sais aussi, tu passes une majorité de tes heures de journée avec tes collègues. Et moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de spécial d'avoir une proximité. Ouais. Comme justement, avant de venir ici, avec un de mes collègues, on a brainstorm un peu sur le sujet. Parce que comme on s'est croisés en sortant des toilettes, puis on s'est dit, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, moi, j'ai un meeting sur telle affaire. Puis genre, moi, je m'en vais filmer un podcast avec Mike. Puis il est comme, OK, sur quoi? Là, on a parlé de l'auto intelligente. Puis t'as raison, ça n'aurait pas été possible si vous étiez en ligne. C'est impossible. Ouais. Fait que moi, j'y crois vraiment aux connexions humaines. Je pense que les villes existent à cause de ça, puis on doit toujours miser là-dessus. Okay. Et si on revient à l'auto intelligente, ben c'est un peu là où est-ce que je pense qu'on pourrait faire fausse route, c'est de dire, ben en permettant la surutilisation encore là de l'auto intelligente, on va éliminer ces moments d'interconnexion humaine-là. Et
j'avais vu un moment donné une citation vraiment intéressante d'un urbaniste, puis il dit « L'auto intelligente ou les véhicules intelligents existent déjà, puis c'est le train. » Okay. Siemens Mobility a déjà fait des trains intelligents en Allemagne, ça existe. Okay. Le métro... Qu'est-ce qui les rend intelligents? Qu'est-ce qui les rend intelligents? Il est autonome, il n'y a pas de conducteur. Ah, oui. Puis, ça, c'est sûr, parce que ça suit un track. Ça suit un track. C'est comme start-stop. Start-stop. Puis, puis après ça, le métro à Copenhague, c'est aussi un train intelligent qui n'a pas de conducteur. Mais le métro à Montréal, il y a encore un conducteur. Les trams à Amsterdam, ils ont encore des conducteurs. Fait qu'il y a tout ça qu'on peut facilement convertir. Et je parlais avec un Belge, justement, il y a quelques jours, puis il me disait, en Amérique du Nord, vous voyez le transport complètement différent qu'en Europe. Ici, vous le voyez vraiment comme une industrie qui doit être profitable, tandis que nous, on le voit vraiment plus comme un service social, un service à la communauté, puis un bien public. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'en bout de ligne, on doit permettre aux gens d'être connectés les uns et les autres et d'aller explorer des opportunités économiques, sociales, culturelles, aller connecter avec la nature de façon sporadique quand ils veulent. Et c'est pas en continuant d'investir dans la privatisation du transport, je pense qu'on peut permettre à tout le monde d'avoir ces opportunités-là. Oui, je pense que le privé, au niveau du transport, va amener toute une capacité d'innover, d'avoir des trains qui coûtent moins cher. Mais l'opération, tu penses que ça devrait être dans le domaine public? L'opération, puis l'opération, ou du moins de mettre un prix plafond. Un peu comme il y a des trains, mettons, en Europe où sont opérés par le privé, mais les tracks appartiennent au public, les rails. Juste un commentaire sur public-privé. Le privé, quand tu vas voir une hausse des prix, c'est souvent à cause qu'il n'y a pas assez de compétition pour garder les prix in check entre des compétiteurs. Puis je suis d'accord que l'industrie du transport va favoriser moins de compagnies qui ont des économies d'échelle, qui ont des vastes portefeuilles, puis des Toyota, puis Uber, et c'est des grandes entreprises, puis il y a combien de ride-sharing apps? Il y a Uber, puis il y a Lyft, qu'on peut dire juste comme ça, puis il y en a un en Chine que je connais pas juste comme ça. Puis c'est là où que tu peux avoir du price gouging, parce qu'il n'y a juste pas assez de compétition pour checker. C'est ça. Puis malheureusement, je peux dire malheureusement, je pense dans le cas des trains, c'est tellement une industrie que le réseau des trains a été établi il y a des centaines d'années. Puis ça prend une grande entreprise soit pour développer ça, puis tu peux pas avoir des nouveaux entrants qui vont faire compétition à comme une entreprise qui va offrir un service de train. Imagine si Hydro-Québec, c'était 100% privé. On paierait cher notre électricité. Ouais. Je pense qu'en Ontario, où j'ai grandi, on avait Hydro One. Ouais. En tout cas, j'ai apprécié le changement de prix quand je suis passé au Québec. Ben oui. Mais ça, puis en plus, Hydro-Québec est profitable pour le Québec. Ça ajoute des revenus aux Québécois. C'est sûr qu'il y a un avantage d'avoir autant de production à des bons prix, puis on peut le vendre aux États-Unis, puis tout ça. Oui, mais tant mieux, puis il faut en profiter, puis il faut faire de l'argent avec ça. Puis on va pouvoir peut-être en parler avec l'auto électrique, parce que je pense que ça a un gros effet sur notre capacité de produire de profiter de la valeur de notre électricité. Mais pour revenir, mettons, justement, sur les trains en Europe, je regardais des rapports, puis pour un kilomètre de rail, de train, on va dire, de LRT, on se trouve plus autour de 30 à 40 millions de kilomètres en Europe, en France. Tandis que nous, du côté de l'Amérique du Nord, on se trouve à être autour de 100 à 150 millions. Comment que ça arrive, ça? Ben, c'est parce qu'on n'a pas assez investi collectivement dans l'intelligence d'affaires de construction de trains. Oui, le savoir-faire. Le savoir-faire. On n'a pas les technologies. Puis, on n'a pas aussi un pipeline de création de trains qui est assez fort pour attirer des industries. En Europe, ça s'échange. Les compagnies de trains travaillent tous ensemble. Il y a un réseau vraiment, vraiment fort. Tandis que nous, ici, quand on fait appel, il faut
prendre des entreprises européennes comme Alstom, par exemple, que là, eux doivent tout exporter leur savoir ici. Ça coûte plus cher parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre. Il y a des markups. Je ne connais pas les markups, mais il y a quelque chose qui se passe. Built-in, oui. Alors, je pense que de là, il y aurait question qu'au Québec ou en Amérique du Nord, au Canada, mais je pense qu'au Québec, qu'on ait un Hydro-Québec des trains puis du transport collectif pour qu'on puisse bâtir un REM par ville, puis qu'on ait le REM à Montréal, qui est le réseau express métropolitain, un nouveau train 100% autonome, qui est super beau, puis qui donne des super belles vues aussi de la ville. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une filiale gouvernementale comme la SAQ, Hydro-Québec, ou peu importe, de train, qui puisse vraiment investir là-dedans? Puis que ça puisse vraiment réduire notre coût par kilomètre. Regarde, je vais tenter de fermer une couple de parenthèses tout en même temps, parce qu'on est sur le sujet des trains, mais ça fait partie du plus grand sujet du réseau de transport qu'on a bâti dans les 70 dernières années, qui, selon les chiffres que tu as présentés, c'est très dispendieux à maintenir, le réseau routier. Je pense que tu as dit 100 millions à 200 millions par année pour une ville comme Gatineau, selon au minimum. Ensuite, quand on veut développer un nouveau réseau de trains, surtout public, il faut que ça soit financé par la population, les citoyens. Donc, à un moment donné, le gouvernement a des contraintes budgétaires, déjà à ces contraintes-là. De l'autre côté, le réseau routier est déjà bâti et on le maintient. Comment est-ce qu'on jungle ces deux choses-là? C'est quoi comment, si toi, tu étais le maire de Gatineau, je ne sais même pas si le maire a ce pouvoir-là, mais comment est-ce que tu amènerais la transition vers le futur que tu décris? Bien, je pense que ça relève du provincial en partant. Évidemment, les villes ont leur rôle à jouer, mais je pense qu'il faudrait être à la tête de la CAQ pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Il faut un plan de développement pour le Québec. On sait qu'on va avoir une croissance de population qui va être énorme, mais c'est une opportunité en soi. Placer les futurs Québécois aux bons endroits, proche des transports, proche des jobs, proche des loisirs. On a vraiment une belle opportunité. Alors, je partirais en disant, OK, on a une dépense annuelle sur la MTQ, je pense qu'il est autour du 2 à 3 milliards annuels que ça nous coûte d'entretenir nos routes. On sait qu'on peut aller chercher beaucoup de taxes au niveau foncier, puis municipal et impôts avec des nouveaux résidents, puis une croissance de population. Alors, si j'étais le gouvernement, là, je reviens un peu à ta question, si j'étais le gouvernement, j'investirais rapidement, le plus vite possible, à développer un système de transport collectif vraiment, vraiment bien, vraiment efficace, et de permettre la densification autour de ces pôles-là, ce qui va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de construire des nouvelles rues pour ces futurs résidents-là. On aurait déjà des systèmes de transport en place. Et ça serait comme un investissement à long terme. Ça serait comme dire, ben j'ai investi dans un stock qui est le train. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire réduire mes costs de transport automobile. Les gens vont être plus en santé parce qu'ils vont marcher puis ils vont faire plus de vélo, puis qui est un gros fléau au niveau de la santé, qui nous coûte énormément cher annuellement. Puis après ça, ça va coûter moins cher de construction à cause qu'on n'est pas obligé de construire autant de stationnements. Puis le coût du transport pour mes citoyens, au lieu d'acheter des automobiles qui leur coûtent 10 000 $ annuellement à entretenir, eux, ils vont pouvoir l'économiser. Fait que d'investir dans le train a beaucoup de répercussions positives qu'on ne calcule pas dans le modèle financier actuellement du transport en commun. Fait que ça, je pense qu'il faut que le gouvernement investisse énormément puis débloque des budgets important pour que les villes comme Gatineau puissent investir dans leur tramway. Au niveau provincial. Ça part du provincial, puisque c'est eux qui ont l'argent. Après ça, eux, il faut qu'ils découlent puis qu'ils investissent comme dans les villes. C'est quand même pas évident ce que tu dis, parce que, tu sais, juste comme ça, par intuition, il y aurait des manques à gagner en quelque part. Mais quand on construit une autoroute, c'est qui paye? Oui, c'est les citoyens. C'est le provincial. C'est provincial. Alors pourquoi est-ce que ça serait pas le provincial qui paierait pour les trains? Mon intuition, puis j'ai pas les chiffres, c'est juste que ça serait un ordre
de magnitude ou deux de plus cher, probablement, pour faire un réseau de train. Tu avais dit, au Canada, c'est 140 millions par... Non, combien par kilomètre? Entre 100 et 140. Millions. Ouais. On serait capable de le descendre, je pense. Puis justement, 200, avec l'innovation technologique, oui, prefab, puis ci, puis ça, mais wow, s'il y aurait un manque à gagner, manque à combler, je pense. Mais les Québec, mais c'est le fun. Moi, c'est un bon calcul, puis c'est des bons chiffres à regarder. Puis il y a plein de façons de le voir, mais il y a une étude qui est sortie dans la presse en 2018-2019 qui disait que les Québécois, on dépense 52 milliards annuellement collectivement dans l'automobile. Que ça nous coûte. 52 milliards. Ouais, c'est 20 000 par foyer. OK. Qui est dépensé envers l'automobile. Mais 52 milliards, 10 ans, 500 milliards, 20 ans, un trilliard. Les maths font du sens, puis c'est juste, ce qui est complexe, c'est de faciliter la transition, parce qu'il y a tellement de momentum dans le système actuel que il faudrait quasiment mettre des lois en place pour comme bannir les autos, puis là, tu rediriges les... mais c'est progressif. Faut pas, parce que les gens, il faut quand même qu'ils aient travaillé, qu'ils aient se nourrir, etc. Fait, c'est pas du jour au lendemain qu'on va bannir les autos. Puis je pense pas que de bannir les autos en tant que tel, en entièreté, c'est sûr que ça serait un rêve qu'il n'y ait plus d'autos, parce que ça pollue, ça fait du bruit, ça tue des gens, c'est pas le fun, etc. Mais si on regarde vraiment plus au niveau de la réalité, ben on a encore une dépendance. Puis de couper cette dépendance-là du jour au lendemain, bien, c'est pas pratique. Non, puis l'industrie de l'automobile, ils l'ont fait très intelligemment. Là, je pense qu'ils nous ont bien attachés. Mais il y a des solutions à ça. Puis tu regardes Londres, en ce moment, ils sont tous en train de revoir leur approche envers l'automobile. C'était très pollué dans les dernières années. Puis le maire de Londres a décidé de mettre une taxation sur l'automobile au centre-ville. Tu voulais rentrer au centre-ville, ça te coûtait un certain nombre d'argent. Okay. Mais ils ont fait ça quand il y avait le transport collectif qui était quand même très bien développé. C'est la ville du train, Londres, avec tout le underground, le above ground, les double-decker avec les autobus. Fait qu'eux, ils avaient l'infrastructure adéquate pour pouvoir dire, ben, on n'a pas d'excuses, on a le transport, là, il faut juste réduire le nombre d'autos. Fait qu'ils l'ont fait. Fait que je pense que malheureusement, il va falloir piloter deux types de transport en même temps. Il va falloir investir massivement en transport. Puis mettre probablement des incitatifs d'un côté avec des incitatifs de l'autre côté pour accélérer cette transition-là. Ben oui. Puis Montréal le fait très bien, là, comme j'étais à Montréal en fin de semaine. Puis le nombre de gens, puis j'étais là lundi, puis le nombre de gens en vélo qui revenaient du travail ou qui allaient peu importe où, c'était... C'est beau à voir. Ah, c'était magique. C'était magique. J'ai coursé contre un jeune gars en vélo parce que j'étais habillé en road bike parce que je m'en allais dans le Mont-Royal. Puis là, il commutait avec ses parents. Puis là, il nous a vu arriver, moi puis mon ami. Puis là, il s'est mis à sprinter. On a sprinté avec pendant peut-être un 200 mètres. Nice. Puis après, on y a fait un props puis on a continué. Nice. Mais ces moments magiques-là peuvent pas arriver quand on est isolé chacun de notre côté dans un auto intelligente. Et je pense que c'est toujours là que je veux ramener la conversation, c'est l'aspect humain. L'aspect humain. Et puis est-ce que nos villes sont faites pour être isolées ou est-ce qu'elles sont faites pour connecter les humains? Oui, la plupart, on peut dire que non, surtout en Amérique du Nord. J'aimerais parler des autos électriques, mais juste avant ça, quelque chose m'est venu en tête qui doit être mentionné. T'as-tu entendu parler du projet Neom en Arabie Saoudite? La ligne? Ah oui. OK. Quand je pense à ça, juste comme ça, façon logique, c'est logique de faire une ville en ligne, right? Non? Parce que... Non. Question de transport, je veux dire, t'as comme deux dimensions. T'as up-down, puis là, t'as gauche-droite. Puis c'est... En tout cas,
Mais, je sais que ça va coûter comme des trillions de dollars probablement à faire, mais... Ouais, c'est un dystopian dream, ça. Je pense que c'est terrible, terrible. C'est dystopien à 100%. Puis la raison est simple, je pense, c'est que ça va faire de la ségrégation sociale incroyable. Ça va isoler les gens. Penses-tu que ça va être comme le film... The Train, là, comme le Snowpiercer. Exactement, Snowpiercer. Moi aussi, j'adore. Okay, cool. Ouais. Non, c'est vraiment un bon film. Puis j'aime les films qui remettent un peu la société en question, c'est toujours le fun. Puis moi, j'ai vu ça, j'ai pensé à Snowpiercer immédiatement. Comme le left wing, les riches, le right wing, les pauvres. Je sais pas si tu as vu les rendus, mais t'as le bout de la ligne que c'est comme sur le bord de l'eau, il y a des gros yachts, ça a l'air super luxueux. Ah, OK, ça c'est déjà en train d'être designé comme ça. J'ai voyé ça et j'étais comme, my God, je sais pas pourquoi est-ce qu'on voit pas clair dans ce jeu-là. Parce que une des choses les plus importantes, je n'ai parlé au dernier podcast, mais Jane Jacobs l'a dit, une ville interconnectée, c'est la meilleure solution pour augmenter tes connexions humaines, permettre aux gens de poursuivre des opportunités économiques, d'avoir un filet social qui s'entraide. Moins de ségrégation. Mais oui, parce que quand tu as comme une toile d'araignée, tout le monde ensemble, tes diagonales de déplacement sont beaucoup plus efficaces. Tandis que si tout se passe sur une ligne de 100 km, tu es toujours à minimum 50 km d'un bout ou l'autre. Tandis que si tu prends la même superficie... C'est ça. En cercle. En grid, en carré avec des diagonales. Un peu comme Barcelone, il y a beaucoup de diagonales. Tu vas réduire ça de peut-être 10 km. Puis, tu es aussi en train de dire que ça maximise le potentiel pour des connexions aléatoires, random. Comme, tu sais, le milliardaire peut croiser le jeune fondateur start-up, puis ils ont une conversation. Hey, c'est cool ce que tu fais, envoie-moi ton deck. Alors que si c'est vraiment ségrégué de bout à bout, il y a moins de chance. Ben oui, puis c'est exactement ça. Puis après ça, dans une ville, quelqu'un qui est plus fortuné va peut-être aller au restaurant plus souvent, mais ça va employer des jeunes qui sont à l'université. Mais là, imagine si le bon restaurant pour cette personne, ils sont tous au bout, et là, tu habites à 100 km, et là, tu dois te déplacer. Ça n'a aucun sens. OK. C'est vraiment un dystopian dream. Ça, toi, tu le vois comme Snowpiercer. Non, mais je pourrais aller des heures là-dedans. Mais non, je pense que les villes, là, on a tellement de belles villes au monde. Il y a tellement déjà d'informations qui existent, des bons documentaires, des bons livres. Alors, la ville parfaite ressemble à un cube en 3 dimensions. Oui, 100%. Je pense. Ça prend moins de place, puis t'as comme... En tout cas. Oui, mais là, t'as plein d'autres choses qui doivent rentrer en compte, là, mais on sort vraiment de la réalité. Les villes sont un peu en cube, sont 3-dimensionnelles, parce que tu as de la densité, tu as des hauteurs, tu as des gens qui habitent en hauteur, puis la raison, elle est simple, c'est qu'encore là, on peut imaginer comme The Line, la grande ligne qui est tout droit. Quand on construit tout le monde dans des maisons unifamiliales étalées sur un 2D, on le voit que c'est pas efficace, le transport. 100%. Et quand on commence à ajouter de la densité, puis qu'on revient à ton cube, on va continuer dans cette direction-là, mais c'est un cube. Les villes les plus denses sont plus 3-dimensionnelles. Exact. Effectivement, il y a plus de densité. Il y a plus de densité. On prend avantage de l'axe Z. Right? Exact. Y. Intéressant. Y ou Z. X, Y, Z. Ça peut être un des... tu peux choisir n'importe quel. Puis effectivement, puis ça veut pas dire qu'il faut des villes comme Hong Kong où est-ce que c'est juste des tours à grandeur. Je pense qu'il y a une belle équilibre. Puis Copenhague, ils l'ont fait. J'en ai parlé encore dans le dernier podcast. Mais puis on va dire qu'on prend une ville comme Copenhague ou Amsterdam, je pourrais jamais imaginer une auto intelligente là-dedans. Ça marcherait tellement pas parce qu'il y a tellement de vie, il y a tellement de gens que l'auto intelligente va juste fonctionner sur des routes parfaites où est-ce qu'il n'y a personne, qu'il y a personne qui va croiser la rue pour aller voir son chum de l'autre bord. Amérique du Nord. Plus que j'en pense, plus que c'est impossible que ça marche pour créer des villes qui sont efficaces. Okay. Je préférerais quasiment plus qu'on garde des beaux vieux chars que le monde conduise dans des contextes urbains pour que les gens, mettons, tu as besoin de déplacer ton sofa, tu déménages, peu importe, écoute, c'est pas grave, c'est normal. À un moment donné, tu peux pas déplacer ta maison sur un bike, puis dans le métro, on le comprend. Mais cette journée-là, tu prends
tes 2 pieds, tu vas louer un camion, tu vas devant ton appartement, tu remplis ça et tu te déplaces au travers de tout le magnifique chaos urbain où est-ce que les gens ils marchent puis ils vivent. Tu te rends là, tu vides le camion, puis après tu vas le porter. Et là, ben, ta mission de journée est accomplie. Je pense que c'est vraiment plus vers là qu'il faut aller. Puis même dans un contexte hyper structuré, l'auto intelligente, je crois pas. Intéressant. Tu m'as convaincu sur une couple de points. Je pense qu'il y a quand même une place pour des véhicules intelligents, certaines applications, mais effectivement, ça peut avoir des répercussions négatives, puis ça peut perpétuer le système actuel qui est comme sous-optimal, tu sais, pour plein de raisons. Donc, c'était fun comme discussion. Puis pour conclure avec toi, je pense que je rajouterais aussi qu'il y a une place pour les véhicules intelligents. Comme par exemple, tu as un petit quartier qui est un peu loin d'une ligne de train. Mais au lieu de développer une autre ligne de train, c'est ça. Tu fais un petit autobus intelligent qui fait le loop, qui vient collecter les gens, puis qui les ramène vers là. Ça a totalement son sens. Ouais. Mais c'est quand que ça revient à un transport individuel, privé, d'auto intelligente, c'est là que j'ai pas je vois pas que c'est très utile. Puis l'auto va rester utile pour peut-être aller faire du camping dans le fin fond des bois. Mais encore là, tu vas le louer pour la fin de semaine. Tu vas louer pour ça. Oui, puis est-ce que tu veux une auto intelligente qui va dans des rues un peu pleines de roches, de gravelle? Je veux dire... à suivre. À voir, mais très intéressant. Puis je pense que ça va être un bon segue pour une autre technologie qui est vraiment en train d'émerger, d'être adoptée par une bonne partie de la population. Il y a certains pays, comme les pays nordiques, qui sont électrifiés à 70 et plus %, je pense. Un peu moins en Amérique du Nord, mais ça s'en vient, on le voit. Mon prochain auto va probablement être soit hybride ou électrique, j'y regarde. Mais encore une fois, couteau à double tranchant. Comment est-ce que tu vois l'électrification des automobiles puis où que ça s'en va? Ben, tu sais, au Québec, en ce moment, on a 4 millions d'automobiles sur notre parc automobile. 4 millions de chars, c'est beaucoup. Si on les convertit toutes à l'électricité, je pense pas que nos 45 ou 40 gigawatts vont être capables de subvenir à toute cette charge d'automobiles-là. Fait que c'est combien de plus de barrages qu'il va falloir construire pour subvenir à ces 4 millions de chars-là? Ça, c'est la première question, une question d'énergie. Puis après ça, est-ce qu'au lieu d'avoir 4 millions d'autos électriques, on peut-tu réduire ça à 2 millions d'autos électriques? Puis, fait que je pense que là, on faut réduire notre dépendance. On le dit à peu près 50 fois par podcast, mais il faut réduire le nombre de chars sur les routes. Même Fitzgibbon, qui a malheureusement démissionné, il l'avait dit que on a trop d'autos au Québec, puis c'est un fardeau économique énorme pour les Québécois. Fait que, est-ce qu'on peut se rendre de 4 à 2 millions? Ça serait ma première chose. C'est pas fou, parce que si on vient au dernier sujet, il y a beaucoup d'opportunités de faire une transition vers le transport collectif. Donc, on peut réduire le nombre d'autos. Le challenge avec le Québec, c'est que c'est une province énorme, puis on est très étendu en général, surtout si on sort des villes. Donc... Mais on est 8 millions au Québec, à peu près. 8 à peu près. Il y en a combien qui habitent dans les centres urbains ou proches des centres urbains ou proches de comme les... 6 millions à peu près, 5, 6 à peu près. Au moins 2 tiers. Et fait que j'entends souvent l'argument de « Ah, le Québec, on est étalé, on a besoin de nos autos, etc. » Mais là, il y a des agglomérations. Lundi, il a fallu que je prenne l'auto parce que j'étais à Montréal, puis je revenais mardi, parce que je revenais vraiment, vraiment tôt. Et c'est la première fois que je prenais la 50 le matin depuis un long moment. Le nombre de personnes que j'ai vues à 50, je me dis, ça pourrait tellement subvenir à un transport collectif en masse. Il y a tellement de monde sur les routes que je me dis, c'est sûr et certain que... Tu peux grouper ces autos-là ensemble, tu t'en vas à Montréal pour la journée. Puis... Oui, bien, en voulant dire, tu pars de la brosse, puis tu peux avoir une station un stationnement incitatif, un train qui part de là, puis ou le rapibus, peu importe, puis emmener le monde au centre-ville.
Fait que tout ça pour dire, c'est qu'on a beaucoup de monde proche des villes, puis on peut être vraiment plus efficace en transport. Puis l'excuse ou la vision qu'on est trop étalé, j'embarque moins. OK, fair enough. Puis, tu as mentionné les barrages électriques. On oublie aussi, il y a d'autres technologies qui peuvent créer l'électricité de façon renouvelable. Moi, je suis personnellement un grand fan du nucléaire à cause de sa densité, puis à cause c'est quand même propre. Si on peut bien gérer les déchets que ça peut produire, que ça va produire. Puis on fait ça ailleurs. Puis il y a comme des nouvelles technologies de Small Modular Reactor où que tu peux vraiment générer comme quelques mégawatts dans un contenant qui va aller sur un 18 roues, par exemple, comme tu sais, la boîte d'un truck. Puis ça peut donner assez d'énergie à tout un quartier. Donc, tu peux commencer à faire des choses intéressantes. Est-ce qu'il faut dépendre de nos barrages électriques au Québec ou est-ce qu'on peut comme explorer d'autres options? Je suis de loin un expert en génération d'électricité, fait que je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Je pense qu'il faut juste faire attention c'est un peu comme une diète. On se dit, pas grave, plus tard, les médecins vont inventer une pilule qui va me faire perdre du poids. Tu sais, c'est un peu genre, il faut juste être prudent à ce niveau-là, je pense. Puis, l'auto électrique, je pense que, comme je suis pas contre, mais il faut juste, au lieu d'en avoir 4, est-ce qu'on peut en avoir 2? Ouais. 2 millions d'auto électriques au lieu de 4 millions de chars. Mais déjà, tu trouves que, juste pour être clair, c'est mieux électrifié qu'à gaz? J'essaie de voir ton stance là-dessus. C'est parce que faut faire attention parce que si on se dit que c'est mieux, est-ce que ça va retarder notre investissement dans le transport collectif? Parce que je l'ai tellement entendu souvent quand j'ai eu des discussions avec des gens de dire, hey Just, c'est pas grave les bus, c'est pas grave les trains, on a les autos intelligentes qui s'en viennent, on a les autos électriques. De toute façon, dans 10 ans, 15 ans, on n'aura pas besoin d'investir dans le transport en commun puisqu'on va tout avoir nos beaux chars électriques qui se conduisent tout seuls. Puis je suis comme, aïe, tellement pas, là. Faut faire attention parce que c'est une distraction. Et je me dis, on a besoin d'éduquer les gens sur le fait que faut investir dans le transport en commun, il faut en avoir beaucoup plus, il faut que ça soit efficace. Et là, pour aller en campagne, pour aller faire du camping, pour aller visiter un ami qui habite en Gaspésie, puis encore là, il y a le train, il y a Via Rail, ils font un très bon service vers là, mais l'auto électrique pourrait être bon à ce moment-là. Puis fait que ça, je pense que c'est bien. Mais si on pense qu'on va convertir tous nos autos, garder le même nombre d'autos, puis de toutes les mettre électriques, c'est là où est-ce que la production d'auto électriques, la consommation d'énergie, tous les métaux rares qui vont dans les autos électriques, j'y crois moins. Je pense pas que ça va se faire. C'est quoi les forces contrevalantes? Je veux dire, l'immigration, il y a tout le temps plus de... Il y a tout le temps des immigrés qui rentrent, puis là, je me demande, est-ce qu'ils sont plus portés à aller vers l'électrique, le gaz? Est-ce qu'ils vont utiliser le transport en commun plutôt? Oui. Est-ce que... Donc, tu sais, s'il y a tout le temps ce renouvellement-là, puis ils décident, non, tu sais, on va pas prendre 2 autos par famille, par maison. On va juste aller à 1 ou 1,5. Déjà, ça, c'est bon, parce que ça va aider la transition. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Je pense qu'on peut vraiment rêver, aller un peu plus loin, plus vite. Puis... parce que l'auto électrique, je me répète un peu, là, mais c'est une distraction, puis ça fait juste retarder les investissements dans le vrai transport. Quand j'ai vu qu'on faisait des subventions de 8 000 à 12 000 $ pour des autos électriques... Je pense que c'est pas une bonne idée. Terrible. Okay. Parce que au lieu de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas l'auto à gaz pour encourager les gens à acheter électrique, puis après ça, prendre l'argent de la taxe pour investir dans le transport en commun, puis développer du transport collectif. Juste pour être clair, ça, c'est le carbon tax. Il y a le carbon tax, mais il y a aussi, comme à Montréal, là, ils ont fait quelque chose d'assez bien. C'est que les frais de stationnement en centre-ville, sur l'île de Montréal, ils les ont modulés en fonction du poids de l'automobile. Ah oui, OK. Alors, c'est comme des gros SUV, ils vont coûter plus cher qu'un Prius ou whatever. Exactement, parce que tu endommages plus les routes, tu prends plus d'espace de stationnement. C'est le même principe avec les bateaux dans les marinas. Plus que ton bateau est long, plus que tu payes cher parce que tu payes au pied. Mais là, avec l'auto, ils ont commencé à moduler le prix en fonction du poids. Puis là, un auto électrique, c'est lourd. Ça endommage aussi les routes.
Fait que ça aussi, il y a une certaine mesure à regarder là. Donc, si je comprends bien, je pense que ta philosophie, elle est... tu crois beaucoup au transport collectif. On revient souvent à ça dans les deux cas quand on parle des technologies de véhicules autonomes et électriques. Tu dis « It's nice, but so what? » Ce qui est plus important, c'est de grouper plus de gens ensemble qui s'en vont à une destination ou des destinations. Mm-hmm. J'ai bien compris? 100%, puis de pallier ça à du multimodal, fait que de rajouter du transport actif, que ça soit des trottinettes, des vélos électriques ou pas. Puis la micromobilité, on est juste au début de ça. Puis ça, je pense que... C'est une belle tendance. Moi, j'adore voir ça. Oui, puis on va le voir de plus en plus. Mais là, les gens qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens qui maintenant ont des trottinettes pour se promener dans la ville réalisent, parce qu'avant, ils faisaient peut-être pas de vélo, mais là, ils ont une trottinette, puis ils font comme, hey, c'est vrai que le réseau cyclable n'est pas très sécuritaire, il y a des intersections super bizarres, la route n'est pas parfaite. Fait que moi, où est-ce que je suis vraiment optimiste, c'est que plus il y a de gens qui utilisent la micromobilité, plus il y a de gens qui vont réaliser à quel point que notre réseau cyclable et réseau actif n'est pas parfait. Et là, ils vont se dire, OK, il faudrait peut-être investir pour que quand je suis sur le bord de Saint-Joseph, sur la rue, puis qu'il y a un gros SUV qui me passe à côté, j'aimerais ça qu'il y ait une petite bande de béton qui me sépare. Ouais. Fait que plus il y a de monde, plus on va commencer à vouloir ce genre d'investissement-là. Puis ça coûte tellement pas cher investir dans le transport actif. Oui, justement. Le transport collectif, il y a un gros débat en termes des coûts, mais... C'est probablement 10 fois moins cher de faire des lignes de vélo. Puis... Ah, mais oui, puis après ça, un vélo, ça pèse pas lourd. L'asphalte, pour un vélo, je regardais des chiffres l'autre jour, puis la même asphalte, si c'est un vélo ou un camion qui est dessus, un vélo, ça peut durer 80 ans, si c'est la même qualité d'asphalte. Alors, ça m'apporte une idée que j'ai gardée à moi-même pour le moment, mais aujourd'hui, je vais le partager. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée. Pourquoi pas donner des incitatifs aux gens qui choisissent d'être plus actifs dans leur quotidien? Je vais au travail en vélo, je suis venu ici en vélo, tu es venu ici en vélo. J'ai ma montre intelligente qui me dit, qui mesure mon cœur, le nombre de pas que j'ai pris, etc. Puis, imagine un incitatif qui est directement lié au système de la santé, qui est un autre système qui a de la misère au Québec en particulier. Puis, je vois un lien entre le système de la santé, le système du transport. Ben oui. Parce que là, d'un côté, tu encourages l'exercice si tu peux donner le bon incitatif. Puis peut-être que l'incitatif, c'est je vais un peu loin, là, j'y ai pas pensé en profondeur, mais des crédits de quelque sorte que tu peux réclamer à la fin de l'année parce que tu vas coûter moins cher au système. Des crédits santé. Crédits santé. Un 2 pour 1 sur la pinte à 5 heures le jeudi sur une terrasse. C'est ça. Moi, je le prendrais. Moi, je le prendrais aussi. Mais oui, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer, mais les statistiques le démontrent. Les villes où les gens marchent plus, le taux d'obésité, de problèmes cardiovasculaires peut diminuer de moitié. C'est énorme à quel point les gens qui marchent, prennent le vélo, ils vieillissent mieux, ils sont plus en santé, coûtent moins cher à l'État. Ouais. Puis qui revient encore à une de mes craintes envers l'auto autonome. Je ne vais pas la lâcher, l'auto, inquiète-toi pas. Mais c'est plus qu'on l'utilise, plus que les gens ils vont être sédentaires. 100%. Tu es dans ton cadre chez vous, tu t'en vas travailler, tu embarques dans l'auto intelligente, tu es super confortable, il pleut, il neige, c'est pas grave, tu es au sec. Puis là, tu arrives au travail, tu es assis sur ton ordi, tu retournes à la maison, tu écoutes une série. Fait on dirait que tout ça dans ma tête, je me dis, faut sortir les gens dehors, il faut qu'ils marchent. Puis dans des pays, que ce soit nordique ou les Pays-Bas, quand tu arrives dans un meeting puis il y a plu un peu puis tu es un petit peu mouillé, ben c'est pas grave. Tout le monde est à l'aise avec ça. Puis les gens ils sont rendus tellement habitués qu'ils vont même braver le froid pour être sur des terrasses au mois de... J'étais à Amsterdam un 7 janvier puis il faisait froid, là, mais tout le monde était sur les terrasses parce qu'il y avait une petite lueur de soleil. Les gens avaient des petites mitaines. Puis je me disais, wow, OK. Pas le soleil. Ah oui. Fait qu'en tout cas. C'est super intéressant. Puis tout ça, là, je pense qu'on peut le regrouper dans un concept qu'on appelle les villes intelligentes.
On peut dire c'est l'interconnexion de toutes ces modalités de vie. Puis, tu imagines la ville parfaite, si on prend comme ton idéal, plus de transports en commun, plus de transports actifs, un moins grand réseau routier, moins d'automobiles sur la rue. Tous les modes de transport sont plutôt électrifiés, right? Puis tout ça, toutes ces modalités-là doivent communiquer ensemble pour donner un résultat ultime. Un des problèmes, je pense, avec notre système, c'est qu'on travaille, on a tout le temps travaillé en silo, puis on n'est pas coordonné, right? Puis il faudrait, ça c'est peut-être le problème le plus important à comme régler, c'est comment qu'on solve the coordination problem. Puis je sais pas si ça va profond à notre système politique qui est juste bâti de même, que tu peux avoir vraiment comme des différentes opinions qui renversent ce qui a été fait pendant 4 ans et encore et encore et encore, on n'avance pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ah ben je pense que c'est une bonne continuité de la conversation. Puis on le voit dans les vieilles villes, c'était très vernaculaire. Alors les gens, c'était monsieur, madame, tout le monde qui s'unissait ensemble pour bâtir la ville. Fait que c'était des généralistes, c'était des gens qui comprenaient un peu les besoins de tout le monde, puis ça travaillait ensemble. Tandis que maintenant, on est tellement rendu des surexperts dans chacun de nos domaines que ça fait des silos, comme tu me dis. Et il n'y a personne qui se parle entre... Alors, quelqu'un pense que pour son domaine d'expertise, l'idée, elle est extraordinaire. Comme quelqu'un qui innove en ce moment dans les autos intelligentes doit se dire comme « My God, c'est la meilleure affaire que je suis en train de faire au monde, c'est incroyable. » Mais il n'est pas en lien avec justement tous les autres départements dans les villes qui peut le guider, puis guider, mettons, l'innovation dans le bon sens. Fait que il y a un MIT, je sais qu'ils ont un City Lab, ou est-ce que MIT City, je pense que c'est City Lab, ils vont vraiment aller dans le détail de la superposition de justement toutes les différentes sources de données pour explorer vraiment les villes dans toute leur complexité. Parce que comme tu le dis, tu sais, je sais pas si l'accès aux données de santé, etc., c'est facile, mais ce qu'ils sont en train de regarder, c'est justement de superposer des données de transport avec les téléphones, justement. Ils sont capables de targeter la géolocalisation, puis de savoir est-ce qu'il y a des fois des transports en commun qui sont déployés à certains endroits, sous-déployés à d'autres endroits, et réajuster le réseau d'autobus en fonction. Fait que je pense qu'il va y avoir, puis c'est là où est-ce que moi je deviens super optimiste au niveau des technologies urbaines, c'est qu'on va être capable de plus à l'avance, de collecter toutes ces intelligences-là, puis ces données-là, ces points de données, puis les superposer, puis d'arriver à une ville qui est beaucoup plus efficace. Absolument. Puis ça, je pense qu'on est comme, ça va révolutionner les villes en termes de données. Oui, puis avec l'intelligence artificielle, on n'est pas loin d'être capable de juste domper toutes ces données-là dans un large language model, le crawler, puis comprendre, oh wow, là je vois les connexions entre ce département-là, ce département-là, ce département-là. Exact. Puis éventuellement, peut-être que ça va juste être un gros LLM qui gère, qui fait des propositions optimales pour la ville, tu sais. Ça, je pense qu'on va certainement le voir. Puis mais j'écoutais justement un TED Talk là-dessus, puis c'était Laetitia, je me souviens plus de son dernier nom, il est compliqué, mais elle regardait que le AI en ce moment, c'est un peu comme il va te mettre une belle vitrine. Il va pas faire non plus la différence entre certaines nuances, on va dire. Et c'est important d'avoir justement, comme tu dis, des gens qui vont être là pour s'assurer qu'on répond aux vrais besoins humains. Superviser. Oui, superviser. Puis le côté un peu de créer des villes qui créent une belle expérience pour les humains. Puis ça prend beaucoup, beaucoup de données, mais encore là, elle utilisait, ils sont en train de développer un outil qui prend, je pense, c'est 200 points de données spécifiques sur l'expérience humaine dans les villes. Ils sont en train de tout ramasser ensemble pour mieux designer. Fait qu'eux, ils appellent ça que le AI va devenir un co-designer urbain. Et c'est là où est-ce que je pense que ça va... J'ai tellement hâte à ce futur-là. Oui, mais ça existe. Que ça peut prendre, tu sais. Oui, mais je pense que ça va être quand même assez simple. Ça sera pas parce qu'il y a encore là tu regardes les plus belles villes, c'est assez simple. C'est complexe, il y a des belles complexités, il y a des beaux moments, mais c'est quand même simple, mais dans toute leur complexité. Fait que je pense que les co-designers
ou l'intelligence, les layers, les outils qu'on va développer va juste nous rendre plus efficaces à déployer moins de ressources pour créer plus. Oui, puis créer une synergie entre tous les éléments qui forment ensemble une ville. Je pense que c'est ça qu'on veut ultimement aller vers. Je pense que dans le prochain épisode, on va parler plutôt d'urbanisme, right? Ouais. Intelligent, puis tout ça. Donc, je veux pas trop aller dans ce sujet-là. Il faudrait bientôt qu'on termine l'épisode, mais est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais comme toucher dessus rapidement? Non, c'est sûr que je pense que si on va en garder un peu pour le prochain au niveau des quel type d'outils qui sont disponibles ou qui vont être disponibles. Nous, on en utilise quelques-unes en ce moment pour nous aider à faire des master plans ou à regarder, faire les premiers jets de création. Fait que ça, c'est super excitant. Cool. C'est encore des outils très émergents qui, évidemment, on les utilise pour juste comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent puis dans quelle direction que ça va. Ça n'a pas encore des répercussions hyper tangibles, mais je vais pouvoir aller plus en détail à ce niveau-là. Super. Et non, je pense qu'encore là, pour terminer, je dirais, faut toujours penser aux villes comme l'habitat naturel des humains. Puis si on continue de garder l'humain au centre des villes, les solutions vont être faciles. C'est très bien dit. J'ai rien à ajouter à ça. Puis particulièrement belle discussion aujourd'hui. Je suis content qu'on a pu rentrer en détail dans ces sujets-là, puis regarder les deux côtés de la médaille. Je pense que c'est important de faire ça. Tu m'as convaincu que, tu sais, en tant que techno-optimiste, j'ai tendance à être beaucoup plus biaisé optimiste. C'est tout le temps bon. C'est pas tout le temps bon. Puis, il y a de la nuance dans tout ce qu'on crée en tant qu'humain, right? Comme les technologies ont vraiment deux côtés, puis il faut les appliquer correctement dans un certain contexte. Puis surtout dans un écosystème, d'une vue écosystémique. Comment est-ce que ça joue avec d'autres éléments d'une ville ou d'un écosystème biologique, peu importe. Donc, en tout cas, pour ma part, super enrichissant, très intéressant. Bien, merci, puis je trouve que tu as été quand même assez doux avec moi, mais... Je pense qu'on a bien eu du fun. Alors, merci. On a un autre épisode, donc je sauve toutes mes punches pour ça. C'est bon, je suis prêt. On va se pratiquer. Merci encore. Salut.